Est-ce que le monde, la niche de Airbnb vous intéresse? Est-ce que vous êtes curieux de comprendre et de savoir quel est le potentiel avec Airbnb en ce moment qu'on se parle? Avec toutes les restrictions, avec tout qu'est-ce qui se passe, les amendes qu'on a entendues, les choses qui ont passé sur Airbnb, savez-vous qu'il y a des niches spécifiques qu'on peut faire de l'argent? Savez-vous que Airbnb reste encore une niche très profitable? Et justement, j'ai l'expert qui va venir vous l'expliquer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, j'espère que ça vous intéresse, alors vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire? Abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Regardez, j'ai une personne, un collègue à moi, un courtier immobilier comme moi. Il est un petit peu plus jeune que moi, puis ça fait beaucoup plus longtemps que moi qu'il est dans l'immobilier. Mais vous savez quoi? Il a su se freiner une place et développer une expertise dans le Nord, dans les chalets locatifs, plus précisément le Airbnb. Et aussi, il a même commencé à faire, depuis plusieurs années, développement terrain. Vous savez, comme la même façon que dans les nouvelles, ça l'a passé que Luc Poirier a fait une transaction dans les centaines de millions de dollars, ben, il est tranquillement en train de faire la même chose. Donc, si vous voulez savoir comment maximiser le potentiel de Airbnb et comment qu'on peut débuter dans le développement de terrain, c'est simple. Restez jusqu'à la fin. Sinon, vous allez manquer des pépites d'or. Alors, je vous présente un courtier immobilier d'expérience, Monsieur Yutana. Et, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci, Yutana, d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Pour les gens qui ne le savent pas, la majorité des gens qui ne le savent pas, à part les courtiers immobiliers, mais moi, je te connais depuis un bon moment. On a fait du roleplay ensemble. On était dans une firme, Host Coaching, où est-ce qu'on s'est connus. Je pense que tu commençais, ça faisait pas longtemps que tu as commencé. Tu as une grosse équipe aussi dans le courtage immobilier, mais sans trop dévoiler. Je te laisse nous expliquer une courte biographie pour les gens qui nous écoutent, pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis où est-ce que tu es rendu présentement. Merci, Chris, de m'avoir dans ta plateforme. Yes. Je pense que je te regarde tout le temps dans tout ce que tu fais sur YouTube. C'est vraiment impressionnant de voir ton ascension de courtier immobilier, maintenant coach pour les entrepreneurs aussi bientôt, j'imagine. Yes. Beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. En fait, moi, ça fait depuis 2007, je suis dans le courtage. Avant ça, j'ai commencé à 20 ans comme courtier. Avant ça, j'étais en restauration, DEP en restauration. Fait que j'ai pas fait vraiment d'études qui sont poussées. Nice. Mais j'ai investi au-delà de 150 000 $ en coaching, coach privé, mastermind. Chaque année, j'investis tout le temps. J'essaye un minimum de 10-15% juste dans la croissance. Ces temps-ci, j'investis beaucoup dans tout ce qui est marketing digital, intelligence artificielle, automatisation. Nice. Puis j'investis aussi dans du wellness coaching de vie, juste pour apprendre sur justement comment mieux nous reprogrammer, des nouvelles réalités. Fait que j'investis pas juste dans tech, mais aussi dans comment amener le corps, le mind, la vie des gens à un autre niveau. Nice. Avec les meilleures technologies mentales, spirituelles et tout. Fait que je suis comme un mix de yogi, mais avec la tech, puis la vente, le marketing. J'essaie d'aller chercher les meilleurs dans chaque... Tout à fait. Dans chaque aspect. Il n'y a pas juste devenir riche financièrement, mais tu as la famille, t'as tes relations, il y a plein d'aspects familiales, des choses qu'il faut maîtriser. Ça sert à rien juste d'être riche financièrement. Il faut être riche aussi de façon spirituellement, puis avec tout ce que tu veux faire dans la vie, puis aider, contribution aussi. Là, 100%, parce que j'aime qu'est-ce que tu dis, parce que la réalité, ça fait depuis 2007, fait qu'en fait compte, ça fait même plus longtemps que moi, tu es dans le courtage. Moi, j'ai commencé en 2010. Puis, une des choses que j'ai réalisées avec le temps, c'est que tout est connecté. La vie personnelle, la vie d'affaires,
l'amour, comme tout est interrelié parce que s'il y en a un qui va pas super bien, ça va venir affecter les autres composantes de la vie. Ouais, définitivement, c'est important d'avoir une vie qui est legit dans ta vie Exact. perso. Puis ta business est le miroir de ta vie Damn, c'est perso. fort ça. Tu sais, c'est vraiment important de comprendre ça. Et il y en a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de temps dans le business. Puis après, Ça, c'est moi, ça. ils délaissent plus le côté perso. Puis là, ça fait en sorte que tes fondations sont Tu peux avoir un déséquilibre. ouais, tu as un déséquilibre. Je pense que c'est important d'être heureux first en tant que personne dans ta vie, ta famille, tes relations amoureuses, spirituellement, faire le ménage énergétique Tout à fait. de toutes les situations. Parce que des fois, tu peux avoir tellement du succès qui potentiellement, mais que tu te bloques de ton abondance. Mhm. Tu comprends? Fait que des fois, il faut faire ce ménage-là, puis après, tout vient. That's Comment? it. Il y a beaucoup de monde qui ne veut pas faire de partenariat, par exemple, j'ai interviewé. Mais quand ils ont enlevé ce mauvais narratif qui dit que le partenariat, c'est mauvais, blablabla, puis après ça, boum, ils commencent à acheter plein de portes. Puis leurs business ont explosé. Oui, mais c'est ça. C'est quand je te dis de faire des ménages, c'est d'enlever les mauvais narratifs. Tu sais, des fois, tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Tu as des choses qui t'ont suivi à travers Depuis la jeunesse, des traumas. Ouais, c'est ça. Tu as des traumas. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Fait que moi, c'est ça, pour ça que j'apprends. Oui, le courtage, c'était une belle plateforme pour apprendre sur l'entrepreneuriat, mais il ne te coach pas sur comment être le top des tops dans ta vie perso ou si croissance perso, c'est moins ça qu'on coach. Fait que moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est de marier le coaching perso et de vie avec l'entrepreneuriat, avec les techs. Fait que de marier tout ça pour avoir un certain équilibre. Tout à fait, tout à fait. En japonais, on dit un ikigai, un purpose, Mm-hmm. un sentiment de purpose que tu as du plaisir à faire. Tu auras du plaisir dans ta business aussi parce que c'est ton sens de purpose. Mm-hmm. 100%. Puis, juste rapidement, t'as quel âge? Mm-hmm. T'es-tu marié, des enfants? Ouais. Puis, attends. Puis, t'es quelle nationalité? Okay. Pour les gens qui ne le savent pas. Ben, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une fille bientôt de 4 ans. Nice. Baby COVID. Fait qu'elle est née en 2020. Fait que c'est sûr que ça fait des bébés différents quand c'était limité, mais moi, j'ai vraiment accès à toujours aller au chalet, faire des voyages. Fait que je l'adore, ma fille. C'est vraiment ma future... je veux dire, c'est une personne qui va être meilleure que moi, selon moi. C'est ton padawan. Ouais, exact. Elle veut tout faire comme moi. C'est tellement drôle. Fait que, puis c'est ça, là. C'était quoi l'autre question? Ta nationalité? Ma nationalité, je suis d'origine cambodgienne. Mes parents sont nés là-bas, sont réfugiés ici. Moi, je suis né ici. Nice. Donc, mais je suis né avec des valeurs cambodgiennes que les valeurs d'ici. Mais c'est sûr que je prends les valeurs cambodgiennes, je trouve sont bien, le partage, le respect, le sens de la communauté. C'est très important. Moi, j'ai appris beaucoup à travers tout ça, puis on s'est impliqué beaucoup, puis on continue à s'impliquer dans la communauté. Je trouve ça intéressant de voir que beaucoup de Cambodgiens sont... Il y en a beaucoup qui sont éduqués, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas éduqués aussi. J'essaie d'éduquer ceux qui ne sont pas... Tout ce qui est dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, je fais beaucoup des fois des ateliers, des trucs comme ça pour apprendre aux gens. Ou sinon, de simplement comme éduquer. Même, il y en a qui ont 50 ans, sont appelés réfugiés ici. Fait que c'est fun de pouvoir les éduquer en rendez-vous de... Hey, en passant, tu peux comme refinancer, acheter d'autres immeubles, blablabla. Comme, je trouve ça intéressant parce que
Il y a beaucoup de monde qui dort sur du cash, puis leur maison est payée. Tu niaises, c'est tellement drôle, tu viens de dire ça. Une de mes dernières vidéos, c'est ça le titre, c'est l'argent dormant, parce qu'il y a trop de monde qui dorment sur du cash. Cette génération-là, de 50 et plus, là, ils ont plein de possibilités puis des opportunités grâce à leur propriété et le manque d'information aussi, je trouve. Ouais. C'est le manque d'éducation, d'information, la peur de s'endetter. Endetter, oui. C'est mauvais. C'est le mauvais narratif sur ça. Au lieu en que plus, c'est un levier pour acheter peut-être d'autres immeubles à revenus. Puis de sécuriser ta retraite, leur retraite. Sécuriser leur retraite ou, tu sais, si par exemple t'arrive quelque chose, au moins tu peux avoir une marge ou tu peux vendre ça puis, tu sais, aller vivre dans un pays plus chaud puis ça coûte moins cher des fois aller en Asie par exemple. Mm-hmm. Il y en a qui veulent retourner en Asie puis ça coûte rien. Ils peuvent vendre leurs immeubles à revenus puis vivre de ça ou laisser à leurs enfants. Tout à fait. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire avec l'argent qui dort, selon moi. Tout à fait. C'est de planifier sur 5 à 10 ans. Moi, j'ai une tante qui a acheté c'est une des seules tantes qui a accepté d'écouter mes conseils en immobilier là, parce que les autres, ils sont comme peureux. Là. Mais elle a acheté comme par exemple un triplex à Villeray à 450 000. Maintenant, il vaut peut-être 1,2 en l'achetant en 2016. En plus. Puis après, elle a acheté une maison, 250 000, qui vaut 650 000. Mais c'est des tantes très conservatrices peureuses que j'ai réussi à convaincre avec l'aide de ses enfants aussi. Mais tu sais, qu'est-ce qui est cool, parce que t'es Cambodgien, mais je suis haïtien, puis je trouve cette génération-là, nos cultures sont très similaires. Ouais. Mais aussi, ils ont le même narratif, cette génération-là, qui est la peur, que non à l'endettement, il ne faut pas s'endetter. Tandis que pour vrai, il y a tellement de possibilités qu'ils pourraient faire avec justement les équités qu'ils ont disponibles sur leur propriété. Là, c'est fou. Je pense qu'il faut que les enfants l'éduquent plus. Fait qu'il faut aller vers leurs enfants. Fait qu'eux, ils ont donné leur conscience à leurs enfants, soi-disant, c'est toi qui es éduqué, c'est toi qui vas comme prendre charge. C'est souvent ça. Tout à fait. Mon cousin a pris charge de dire oui, c'est un bon move, puis tout ça. Puis là, ils ont acheté des condos, ils ont acheté des plex, ils ont acheté des maisons. That's it. Puis là, il y a des valeurs nettes de millions là, à cause de ces bons moves-là. Mais, puis ils ont commencé en 2016 en plus. Ils ont commencé en 2016. C'est fou, là. Même pas 10 ans. Exact. Fait que, ils ont acheté des condos à Griffintown, petitplex, maison à flipper, parce que moi, j'aidais déjà des clients à flipper. Fait que je suis vraiment fier d'eux. Puis maintenant, quand j'ai des choses en bas de la valeur, ils sont down même de faire du partenariat avec moi. That's it. C'est intéressant. Ils mettent le cash. Moi, j'aide à gérer les rénaux. On a fait justement un flip récemment. Nice. De chalet. Puis, c'est vraiment intéressant de pouvoir commencer à éduquer des familles. En plus, c'est ma famille. Mais j'ai déjà commencé depuis 2012 à coacher plusieurs familles. Puis oui, j'ai aidé des familles à bâtir des portfolios de plex. Il y en a qui ont bâti proche de 100 portes en 5-6 ans aussi. C'est fou. C'est ça qui est le fun de notre domaine de courtage. C'est que moi aussi, c'est drôle parce que on a le parcours similaire on est devenu courtier immobilier, on a appris sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'investissement immobilier, côtoyer des investisseurs, voir des opportunités. Mais qu'est-ce qui est cool pour vrai, c'est vraiment quand on voit qu'on est capable de transformer des familles, transformer des gens, de les permettre d'utiliser l'immobilier comme véhicule d'enrichissement, puis de les voir quelques années plus tard qu'ils ont acquis X nombre de portes, que leur valeur est rendue à X montant. Pour vrai, je trouve que c'est tellement gratifiant, plus que même la commission, là. Oui, définitivement. En fait, c'est si, par exemple, le parent coach le fils, puis le fils coach ses futurs enfants, pour moi, c'est intéressant. Puis qu'ils font les bons moves en plus. C'est de pas juste comme donner le bien, mais de coacher dans la gestion, puis de montrer comment on imprime du cash aussi. Fait que moi, je trouve ça intéressant que les parents coachent les enfants à connaître l'optimisation, la création de valeur. Tout à fait. Je pense qu'on est en train de créer un meilleur ADN sur le wealth building, création de richesse dans leur famille. Puis oui, je trouve ça intéressant parce que ça se peut que moi, ma famille va faire du courtage encore. Peut-être ma fille va devenir courtière. Et je vais pouvoir continuer le legacy du courtage avec les enfants de mes clients. On sait jamais. Tout à fait. On sait jamais. Moi, je continue.
Puis on va voir si ma fille elle veut continuer ou un autre enfant. Mm. Right? We never know. On voit, t'as vu des courtiers qui ont de père en fils? C'est T'as fou. vu? Ben oui. Ah oui, il y en a. Ben oui, de plus en plus. Exact. Fait que moi, je pense que c'est possible. Tout à fait. Faut juste continuer. Faut Exact. pas arrêter. Puis là, maintenant, tu as développé, si je peux dire ça comme ça, un petit dada. C'est quoi, puis pourquoi? Qu'est-ce qui t'a tombé dans le développement de terrain? Je t'écoute. Ben, en fait, en 2018, je trouvais que ma business comme stagnait de sens que moi, je travaillais beaucoup dans les flips, optimisation. Puis en 2018, le marché commençait à être très chaud en ville et tout. Mes offres d'achat fonctionnaient plus ou moins. Mhm. Je me faisais refuser. Le marché était chaud. Là. Oh, ouais, 2018, 2019, là, c'était chaud, right? Mhm, tout à fait. On faisait des offres, faisait refuser. Puis là, je suis comme... Je dois trouver... Puis je voyais les projets de condos, ça fonctionnait tellement bien. Je voyais comme plein de courtiers chinois vendre comme à pelleter. C'était fou, hein? Les nouveaux développements. Ah oui, c'était fou. Tu sais, des tops chez Remax, par exemple. Oui, C'était les courtiers je vois chinois, qui tu parles. par exemple. Puis là, je voyais ça devant moi. Je suis comme, tu sais quoi, je dois apprendre comment ils font puis tout. Puis je prenais des formations avec T.R. Vecker, Millionaire Mind. Puis lui, il disait, la loi de l'abondance, Mhm. c'est high volume client and high ticket client. Tu fais des grosses commissions, mais à haut volume. Fait que là, j'ai suivi ces formations-là. Je suis comme, OK, c'est intéressant. Je devais aller dans le condo. Puis après, je m'en vais m'asseoir avec des projets de développeurs puis tout. Puis je trouvais pas que j'étais attaché émotionnellement, spirituellement à ce genre de business parce que je trouvais que les condos, par exemple, pour 400, 600 pieds carrés, ça coûtait comme 400-500 000. C'est fou. Je trouvais ça pas comme attaché émotionnellement à ce genre de concept. Mhm. Fait que je trouvais ça... pour moi, peut-être c'est de la valeur marchande, puis même il y a du monde qui ont fait de l'argent avec ça, mais moi, je me trouvais pas que c'était comme Moi aussi, j'ai de la misère. purpose. Puis oui, il y en a qui en ont vendu plein. Je respecte votre modèle d'affaires. Fait que, puis après ça, tu sais, je trouvais que c'était payant quand même, 5-6%, mais je veux pas le faire pour l'argent. Je devais être connecté. Mhm. Puis en même temps, j'avais une directrice des ventes d'un projet dans le Nord Mhm. qui me sollicitait pour aller voir le projet. Mais moi, je dis, la fille s'appelle Florence. Je dis, écoutez, Florence, j'ai jamais vendu de propriété dans le Nord. Je connais rien dans le Nord. Je suis un gars de la ville. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il a donné, c'est que Chérine, qui travaillait à mon agent chez Keller Williams, a dit, tu sais quoi, on a quelqu'un qui nous a approché pour venir, pour qu'on aille voir le projet de chalet locatif. Puis ça va être comme une petite retraite pour notre bureau. OK. Puis par la suite, moi, je suis comme, ah ouais, je connais ce projet-là, on m'a déjà approché. OK, on va venir avec vous aussi. Puis en même temps, j'ai envoyé un message à la directrice. En passant, je m'en viens. Puis en même temps, je faisais du vlogging pour du luxury market à Montréal. OK. Ça s'appelle YouLux. J'ai pas OK. continué parce que j'ai arrêté pendant la pandémie, là. Mais je faisais du vlogging avec des gens de Montréal sur les restos, des recettes. Je pense que j'avais vu ça, j'avais vu ça passer. C'est ça. Fait que là, je dis, tu sais quoi, en même temps que je viens te voir, je veux faire du vlogging à ton projet de chalet locatif Pourquoi pas, on va pour faire amener du monde de Montréal. Tout à fait. Puis c'est un produit luxueux aussi, c'était des beaux chalets. Mhm. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, est-ce que tu accepterais de faire une interview avec moi pour faire connaître, on va faire du contenu. Puis après, elle a dit, oui, pas de problème. Puis après, je suis allé voir le projet, je me suis super bien entendu, on a fait le contenu, puis je te dis, pendant l'entrevue, Mhm. c'était one cut, même pas de montage. Ou One take, là, one take, shot. one shot, je veux dire. Puis il y avait comme une énergie incroyable, puis on dirait que j'étais connecté, j'étais groundé envers cette niche-là de la nature, les chalets locatifs et tout. Puis là, je suis comme, oh my God, il y a quelque chose de spécial. Je l'ai même dit à mon vidéographe, je dis, il y a quelque chose, c'est fou. Oh, j'avais des frissons, là, comme, j'ai fait la one take. Parce que c'est quand même dur de faire one take en entrevue. Des fois, j'en faisais pas tout le temps des vidéos. Tout à fait, je comprends. Puis après ça, elle me demande, peux-tu m'aider à vendre ça? Moi, j'ai vendu 0 chalet. Puis après ça, j'ai réussi à vendre 25 chalets. Fait que j'ai fait à peu près 400 000 $ en commission. Wow!
un an à temps partiel. That's it. Tu comprends? Puis après ça, je dis, wow, il y a quelque chose qui se passe. Tu comprends? Mm. Mais pour me rendre à faire des 25 ventes, je devais faire venir à peu près 200 personnes sur place. On a fait des formations, j'ai eu de l'aide aussi d'autres coachs et tout. Fait que ça m'a aidé énormément de me positionner comme expert dedans après un certain temps, mais c'est maintenant. Mais avant même que je décide de devenir un expert en chalet locatif, c'est qu'il est arrivé la COVID. Puis pendant la COVID, Mm-hmm. les gens, ils voulaient, ils étaient en lockdown. Tout à fait. Puis après ça, les gens, ils voulaient respirer. Fait que là, ils allaient en nature, right? C'était comme puis un moi, parfait- j'étais déjà dedans avant la COVID. Mm-hmm. Puis là, tout le monde voyait mes stories, puis me taguait. Tout le monde voulait des chalets, tout le monde voulait des chalets. Moi, je suis comme, tu sais quoi, je crée un groupe qui va s'appeler Mon Chalet au Québec. Mm-hmm. Puis les gens rentraient non-stop. Je rentrais à 14 000 membres dedans. Puis je signais des contrats d'acheteurs. Tu sais, je faisais des webinaires gratuits. Mm-hmm. Puis après, les gens voulaient acheter des chalets. J'étais comme nommé l'expert dedans. Fait que là, j'ai vendu comme, je sais pas combien de chalets, une centaine. Nice. Tu sais, fait que c'était vraiment comme, tout était synchronisé pour que je sois dedans. Puis que tu tombes justement dans le développement de terrain. Ouais, exactement. Puis même avant la COVID, je me suis assis avec le développeur de ce projet que j'ai aidé à vendre 25 chalets. Et j'ai appris à comment développer un projet. Et j'ai commencé à regarder aussi des terrains, des chalets pour acheter. OK. Et j'ai acheté aussi un projet aussi que je développe en ce moment aussi. Puis on parlait tantôt avant que je mette les caméras, mais Mm-hmm. qu'est-ce que tu aimes à travers le développement de terrain et puis pourquoi? Moi, je trouve que être ambassadeur de la nature, du repos, du ressourcement, c'est quelque chose d'incroyable de voir les gens te remercier d'avoir pris le temps d'enlever le stress des lockdowns, des masques, de toute l'anxiété en ville. Mm-hmm. On vivait dans un moment qui n'était pas vraiment positif. Tout à fait. Fait que là, de donner de la bonne air, de la fraîcheur, les gens respirent. Le calme aussi. Dans ce temps-là, là, même les gens venaient chez vous, puis tu pouvais avoir une amende, tu t'en souviens-tu? Oui, tout à fait. Ben oui. Mais là, les gens, tu sais, il n'y a personne, tu sais, ils faisaient qu'est-ce qu'ils veulent, les gens dans la nature. Mm-hmm. C'était vraiment cool de pouvoir offrir la liberté aux gens. Pour moi, c'était ça, mes valeurs, c'est offrir la liberté aux gens. Puis je pense que d'être un ambassadeur de la liberté, puis c'est la meilleure chose que je peux créer. That's it. Puis comment qu'on développe un terrain? C'est quoi les étapes rapidement, là? Rapidement, ben c'est de se vérifier à la ville. Fait qu'on trouve un terrain. Une fois que tu as le terrain, tu peux mettre la main dessus. C'est quoi je te laisse parler? Ben, c'est ça, il faut regarder si tu as un projet intégré que tu veux faire ou un projet lotissement. Si le secteur permet un projet intégré, tu peux prendre des terrains étroits, puis passer une route au milieu, puis payer. Puis le terrain, c'est comme... je veux dire, le chemin, ça va être en copropriété. OK. Fait que les gens vont payer des frais communs. OK. Mais si tu veux faire un projet lotissement, il faut que ton terrain soit assez large pour que les rues passent. OK. Puis qu'il faut que tu gardes un 40 mètres sur la voie publique. Puis là, tu dois aussi, tu sais, comme, pas faire les chemins sur les zones humides, tu dois toutes les contourner. Tu sais, fait que la première étape, c'est de regarder, de un, si ton projet, c'est la ville accepte des projets intégrés. S'il accepte les projets intégrés, ben, même si tu achètes un terrain étroit, tu peux le développer. Mm-hmm. Mais s'il n'accepte pas, touche pas à ça. Mais s'il accepte le projet traditionnel, ben, c'est sûr qu'il accepte le projet traditionnel. C'est de voir si ça rentre dans la grille de zonage selon les règlements et tout. OK. Fait que c'est de voir si tu peux faire de la densification. Moi, c'est ça que je fais. C'est j'achète des grosses forêts ou des terres, puis après, je coupe. Tu le subdivises? Oui, OK. exactement. Fait que c'est de regarder s'il n'y a pas trop de zones humides, contacter un biologiste, contacter un arpenteur. Puis un bon arpenteur va t'aider à faire un beau projet, puis de proposer ce projet-là au CCU, au Conseil de consultation d'urbanisme, pour qu'ils acceptent ton projet par la suite. OK. Tu
Oui, ça prend du temps. Mais Combien de temps environ ça peut prendre? Si tu as bien fait tes plans et tout, à peu près comme... Moi, je pense qu'un minimum 8 à 12 mois, là, c'est possible. OK, Ouais. OK. Parce que ton biologiste, ça va prendre du temps pour faire son rapport. Après ça, tu as l'arpenteur qui doit faire le plan. Après, il faut passer à la ville, communiquer avec eux, voir si ils aiment le plan. Sinon, il faut faire des correctifs avant d'aller au CCU. Puis quand ils sont satisfaits de là, tu t'en vas au CCU pour aller chercher l'avis favorable. Puis il y a encore des modifications à faire après, là, des fois. Là. Fait que c'est toutes des étapes, mais une fois que tu as l'avis favorable, tu peux commencer à quand même lancer ton projet si tu veux. Là. That's it. Tu vois? Mm. Fait que je baigne dans des choses que je connaissais pas, mais avec l'expérience, le temps, puis je pense que c'est possible. C'est juste s'entourer des meilleurs dans chaque... puis avoir de l'aide aussi d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tout à Des fait. investisseurs qui l'ont déjà fait. Tu as partagé plusieurs trucs intéressants, mais et puis tu as dit quelque chose par rapport à qu'est-ce que tu savais pas, tu le sais maintenant, mais ça fait combien de temps que tu as commencé à développer des terrains? Ça fait depuis 2020, j'ai acheté mon premier terrain. Mhm. Et ça m'a pris 1 an, le temps que je voulais vraiment commencer à développer et tout. Là. Fait que c'est plus en 2021, j'ai commencé à amorcer le projet. Mhm. Donc, ça fait quoi, 2 ans? Nice. Mhm. Mais ma question, c'est qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais voulu savoir au tout départ? Comme, y a-tu une erreur, y a-tu genre une gaffe t'as faite ou tu sais, quelque chose que tu savais pas, puis quand tu l'as appris, c'est là que boum, tout a comme débloqué. Ouais, quand un arpenteur, il te répond jamais puis tout, lâche-le. OK. Puis, tu sais, les urbanistes, tu sais, il y en a des bons puis des mauvais. Moi, j'en ai eu un que j'étais pas vraiment content, qui prenait charge du projet, puis par la suite, ça a juste comme bretté, puis ça n'a pas été positif, mais j'ai appris à me débrouiller quand même par moi-même. Mhm. Puis le fait que j'ai pas passé, par la suite, j'ai mis terme à l'urbanisme, puis j'ai commencé à faire moi-même. C'est là que j'ai découvert des contacts, puis là, je me suis créé des experts puis tout. Fait que, Qui était dans le secteur ouais, où est-ce que le c'est terrain sûr, j'aurais était? aimé avoir un bon urbaniste qui s'occupe de tout. C'est quoi Mais- le... c'est quoi? Vas-y. Tu sais, l'urbaniste s'occupe de tout, là, tu sais, Mhm. de t'aider à dresser le plan, puis s'assurer comment faire les routes et tout. Puis que ça va respecter le Ouais. zonage, blablabla. Mais sincèrement, maintenant, t'es avec mes connaissances que j'ai, je peux passer aussi juste avec la firme d'arpentage, puis peut-être avoir de la consultation un peu avec l'urbanisme, mais j'avais payé un frais qui englobait tout, là, tu sais. Mhm, je Mais comprends. maintenant, j'ai pas besoin de passer par lui. Je peux avoir des consultations, peut-être juste un peu avec un urbaniste pour m'aider au départ, mais de tout le projet, je suis capable de le faire maintenant, là. Parce que Ouais. dans le fond, avec tes connaissances et tes habiletés, dans le fond, Ouais. tu as réalisé que au lieu de passer par l'urbanisme, puis ça prend du temps, puis blablabla, dans le fond, tu as juste besoin de savoir les règles à respecter, whatever, les critères à respecter, puis tu développes en conséquence, comme ça tu sais qu'il n'y aura pas d'accrochage quand les gens vont vouloir construire, c'est ça? Ouais, exactement. Je pense que c'est juste d'avoir un petit peu de consultation avec l'urbaniste, puis l'arpenteur, si tu en as un bon, il va faire une très, très bonne job, autant Sans- que l'urbaniste. Je trouve que mon arpenteur était même meilleur que l'urbaniste qui était en charge, là. Mais ton Ouais. apporteur, c'est un gars du coin, il connaissait... C'est pas nécessairement qu'il connaissait le secteur, c'est qu'il y avait des belles communications, puis il faisait les corrections rapidement du plan pour que ça passe Nice. rapidement. Pour quelqu'un qui voudrait commencer dans le développement de terrain, c'est Ouais. quoi tu conseillerais? Mettons 3 conseils. Mais d'avoir un bon comme je te dis, d'avoir les bons experts, d'avoir un bon biologiste, d'avoir les bonnes connaissances avec l'urbanisme, Mhm. de connaître les normes des villes, puis d'avoir un très bon arpenteur qui va communiquer avec la ville et d'avoir aussi une très bonne firme d'ingénieurs et biologistes pour qu'ils t'aident à dire sont où les zones humides, quoi préparer pour avoir les autorisations du gouvernement. Avoir une très bonne firme d'ingénieurs aussi qui va t'aider à tout créer les rapports pour faire les plans et devis pour la ville. Tu vois? Nice. Fait que c'est d'avoir les
tu sais, il y a beaucoup d'étapes, mais dans chaque étape, c'est d'avoir les meilleurs dans chaque. Tout à fait. Puis pourquoi tu construis pas, tant qu'à avoir les terrains puis faire la subdivision, pourquoi tu les construis pas puis tu revends les projets? Ouais, je peux le faire aussi. C'est quelque chose que je suis comme dans un dilemme en ce moment. Mais là, je suis en train de finaliser peut-être une entente avec ma partenaire, de voir si on devrait pas plus le vendre, juste le plan tel quel. OK. Mais à the end, c'est moi qui décide parce que je suis majoritaire dedans. Mais je pense qu'on s'enligne vers essayer de vendre le projet pendant quelques mois. Mhm. Puis si ça marche pas, ben on va juste comme Développer le développer, peut-être avec d'autres partenaires, pour aller chercher un petit peu de liquidité pour peut-être aller tu sais, dans d'autres projets aussi. Là, tu comprends? Parce 100%. qu'en ayant des partenaires, on va pouvoir chercher de la liquidité. Oui, on va vendre des actions, on va avoir plus de capital aussi. Mm. Mais oui, on va garder du capital pour développer aussi. C'était plus comme, moi, mon but, c'est de regarder aussi comme Luc Poirier. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il développe des plans, puis après il revend. Moi, je trouvais ça intéressant. Mhm. Fait que c'est comme, je suis rendu à ce niveau-là. Est-ce que je suis son modèle ou je développe, puis je suis plus comme Hands-on, that dedans. project. Mais quelque chose dans mon cœur me dit de sortir mon capital, puis de faire d'autres projets en même temps. OK. Tu comprends? Parce que je trouve que c'est fun de pouvoir se rendre à... Moi, j'aime tout ce qui est l'étape de création de projet. Mhm. Vendre le projet, de faire de même, c'est une autre job. Tout à fait. C'est une autre job. Tout à fait. Fait que je veux avoir plus de liberté de temps. Puis je peux vendre le projet à peu près 2 millions. Je l'ai acheté 500 000. J'ai mis peut-être 200 000 en investissement. Fait que, tu sais, je vais pouvoir faire quand même un gros profit Tout à fait. quand même. Là, Hmm. sûrement. C'est super intéressant. Puis, allons dans la tangente du Airbnb, parce que tu Ouais. as développé cette expertise-là, comme Ouais. tu l'expliquais tantôt, que, bon, tu as commencé à vendre les chalets. Ensuite, les chalets, ben, OK, oui, tu peux l'habiter, mais sinon, tu as l'aspect locatif. Tu as l'aspect locatif court terme. Avec toutes les réglementations qui mettent de plus en plus dans le Airbnb, est-ce que tu trouves que ça fonctionne toujours puis que c'est toujours une bonne stratégie d'investir dans le chalet, dans du Airbnb location court terme? Mais c'est relatif. Si tu l'achètes trop cher, c'est pas un bon investissement. Faut être très safe dans tes prix d'achat. Faut être discipliné. Mm. Faut pas acheter comme trop cher. Selon moi, faut regarder avec ta mise de fonds et avec le cash flow que tu prédis. Est-ce qu'il va se payer? Mhm. S'il se paye puis tu as du cash flow en extra, tant mieux. Ça dépend de ta stratégie. Il y en a qui veulent juste que ça se paye. Il y en a qui veulent un cash flow. Il y en a qui veulent l'autogérer pour faire du cash. Fait que ça dépend des stratégies. Moi, je pense que un conseil général, c'est d'acheter le plus conservateur possible parce que il y a du monde qui gère bien, il y a des gens qui gèrent moins bien. Fait que si tu tombes sur une gestion qui est correcte, au moins tu vas être kiff-kiff. Mais si tu fais une bonne gestion, tant mieux, t'en as plus. Parce qu'il y a du monde, c'est très dur de prédire, de donner un conseil, mais sur ça, parce que c'est comme c'est une business opérationnelle. Tu peux avoir un bon franchisé de Subway qui roule à fond, Mhm. mais un autre Subway dans le même secteur, Qui est cash flow négatif, genre. ouais, parce qu'il a mal fait ses calculs, son opération n'est pas bonne, tu sais, tu Mhm. comprends? Mhm. Fait que mon conseil, c'est d'avoir, oui, les meilleurs gestionnaires de chalets qui va te permettre de calculer de façon à ce que tu vas aller chercher une bonne rentabilité de revenus bruts, mais aussi dans les dépenses, s'assurer que tes dépenses sont bien contrôlées aussi. OK. Si tu as une équipe de ménage qui coûte trop cher, ben c'est sûr, ça affecte. Si tes revenus sont pas assez hauts, t'as peut-être mal pricé tes chalets. Est-ce que tu es allé chercher des extra income? Par exemple, il y a du monde qui ont des prix fixes à l'année. Mhm. Mais tu sais que tu peux changer ça, puis même si les gens sont 4 et plus, tu peux charger plus. Tu sais, il y a différentes stratégies pour aller optimiser, puis d'analyser les saisons, puis d'ajouter des extras aussi à l'intérieur des chalets. Il y a plein de choses que tu peux faire pour optimiser les revenus. Optimiser les revenus, ouais. Puis il y a beaucoup d'investisseurs qui ne passent pas du temps Dans cette phase-là là, à d'analyse, optimiser.
puis d'analyse, puis de l'optimisation. Ouais. Une fois qu'ils l'ont, eux autres, c'est juste, ils pensent que, bon, je mets ça sur une plateforme, puis ça va se louer, puis je vais l'autogérer, ou je mets ça à une compagnie de gestion, sans trop s'attarder à l'aspect de comment je peux vraiment maximiser le potentiel de la propriété. Moi, je pense qu'il faut maximiser dans ce marché-là que les taux d'intérêt sont chers. Il faut maximiser au plus. Tout à fait. Donc, de cette façon, tu vas être capable de auto-payer un petit peu plus, même avec une compagnie de gestion. Mhm. Puis quand les taux d'intérêt vont être plus bas, bien, c'est sûr que tu auras un meilleur cash flow, puis ta valeur va augmenter vu que ton revenu brut est plus haut. Mhm. Fait que c'est de s'habituer à bien survivre dans un marché qui est plus tough. Quand les temps vont être meilleurs, ben toi, tu es plus gagnant. 100%. Ça va? Puis, ce serait quoi, mettons, qu'est-ce qu'on a besoin pour se lancer dans la location court terme? Dans le nord, dans les régions plus éloignées. Pas en ville, pas dans le centre-ville, puis Griffintown, mais admettons, quand on s'embarque dans des chalets locatifs, c'est quoi? Il faut que tu aies vraiment une équipe de ménage solide. Parce que ton équipe de ménage solide va te permettre de regarder s'il y a des bris, s'il y a des choses... C'est tes yeux, dans le fond. Ouais, c'est tes yeux. C'est vraiment comme eux, ton allié. Parce que, tu sais, j'imagine, toi, si tu as du cash, tu as une business, tu n'as pas le temps d'aller là vous voir chaque semaine. Tout à fait. Right? Fait que tu dois avoir un bon leader ou une bonne équipe de ménage qui va prendre des photos à chaque fois il y a des choses. Fait que, la compagnie de ménage, c'est très important. Mm-hmm. C'est sûr, le secteur, il faut que tu ailles dans un secteur qu'il y a toujours une bonne location. Aussi, si tu as des pistes de ski, tu as des lacs, tu as des activités à côté, tu as des choses l'hiver que l'été, c'est très important. C'est ça qui va faire le brand automatiquement. C'est comme, tu sais, c'est comme l'immobilier. Il y a des secteurs que tu mets une maison à vendre, ça se vend de même. 100%. Les Airbnb, ça va faire. Quand tu as un chalet qui est beau, qui est moderne, juste parce que tu l'as mis, ça se loue tout seul. Ben, c'est parce que c'est le secteur, il est moderne, puis il est bien pricé. Ça part. Ça se loue, ça s'autobook. Super, ouais. Fait faut que tu ailles... faut que tu ailles un full service, idéalement un bain tourbillon, des jeux à l'intérieur. Faut que tu ailles des lits qui sont confortables. Il faut que tu penses à une expérience qui est comme hôtelière, puis ludique. Pour que la personne qui loue ait une belle expérience qui va maximiser des bons reviews pour les futurs, pour que ça fasse vraiment un compound effect dans le fond. Oui, les gens vont souvent en famille. Fait qu'il faut que les familles aiment quoi? S'amuser. Quand les enfants ils dorment, après il y a le karaoké, la table de pool, le spa, les activités extérieures, des luges, des raquettes. Il faut penser au paddleboard, le canot, kayak. Toutes les choses qui pourraient comme créer un wow en famille, un événement de ressourcement et de fun, de partage. Les gens, ils n'ont même pas besoin d'aller même à la piste de ski. Juste en restant dans le chalet pendant 2 jours, il y en a assez. That's it, je comprends. Moi, je mets tout, là, les jeux, société, karaoké, basket, table de pool, baby-foot, name it. C'est comme... Moi, je veux que ça soit comme un endroit que... Même s'il pleut dehors, tu t'amuses. Ça va? Pour quelqu'un qui part from scratch, il en achète ou il achète une maison dans le but de faire du Airbnb. Puis là, ce serait quoi le budget à avoir? Parce que oui, c'est bien beau, admettons, whatever, la personne... Pour un chalet ou une maison? Un chalet. Un chalet? Chalet standard, là, bungalow, admettons, 3 chambres à l'étage, plus une chambre au sous-sol, là, peu importe où. Ce serait quoi le budget qu'il faudrait prévoir pour aménager le tout, comme tu viens de dire, là? Ben, moi, je te dirais comme faut aménager pour un minimum de 30 000. C'est le chiffre que j'avais en tête en plus. Ouais, c'est à peu près 30 000 $ pour un 3 chambres. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'aller vers financer des meubles sans intérêt ou des paiements. Tu peux regarder ça pour éviter que tu sortes tout de suite. Je comprends. Puis en même temps, ça rentre dans tes dépenses. C'est déductible aussi. C'est vrai. Puis, c'est ça, c'est de regarder avec ces compagnies-là, si tu veux pas prendre de tes liquidités. Mm-hmm. Tu vois? Puis, un chalet, en ce moment, je te dirais qu'on est capable de trouver... Si tu es prêt à aller un petit peu plus loin de Montréal, comme à 2 heures de Montréal,
tu en as à 280, 300 000, des belles architectures, des petits chalets pas trop grands, 3 chambres. Puis il y en a à partir de 300 000 environ. C'est fou, hein? Ouais, ouais. C'est sûr qu'ils sont pas neufs, top Mhm. notch, mais si tu es manuel un peu ou tu engages du monde juste pour ou faire un petit pré-réno là, de 30 à 50 000, tu peux faire une belle expérience quand même. Nice, Fait que nice. c'est quand même assez accessible. Tu peux comme, au pire, tu peux l'habiter au départ. Tu n'es pas obligé de commencer à faire du chalet locatif. Tu peux l'habiter avant. Mhm. Tu fais du télétravail. Puis après, à travers le temps, si toi, tu veux faire la location, ben, c'est à toi de regarder que le zonage le permet. Fait qu'au Mhm. moins, si tu veux plus l'utiliser comme juste principalement, tu peux le faire louer à court terme aussi. Tout à fait. Puis, admettons, c'est quoi les revenus qu'on peut voir, mettons, dans quelque chose de standard, là, pas dans le gros luxe, là, ou sinon, les deux scénarios, quelque chose, des chalets beaucoup plus luxueux, Boiron, Mhm. à genre quasiment 900 dollars la nuit, versus, admettons, le petit bungalow, 3 chambres à l'étage, mais qui est quand même beau Ouais. aussi, bien rénové. Ben, ça, pour les 3 chambres, on voit que ceux qui gèrent bien leur chalet, ils peuvent générer entre 50 000 à 75 000. Ceux, Dans l'année? ouais, dans l'année. C'est fou. Ouais. Mais c'est sûr, ça coûte plus cher de gestion et tout, là. OK. Euh, tu sais, parce que si tu as une compagnie de gestion, il prend déjà 20-25% du revenu brut. Hmm. Tu vois? OK. Fait que sur 100 000 de revenus, par exemple, si tu as un 4 chambres, tu as 25 000 qui Qui va à part compagnie. Ouais, tu vois? automatiquement. Donc, pour les 4 chambres à 5 chambres, je vois les revenus qui se varient entre 80 000 à 120 000 pour un chalet qui est grand. Mais les OK. chalets qui sont très grands peuvent générer entre 120 à 170 000. C'est fou. Ouais, ouais. Si c'est un gros chalet de 5 chambres. Mais c'est plus de gestion, il y a plus de parties, il y a plus de problèmes aussi, là. OK. Tu comprends? Il y a plus de risques. Dans le fond, plus Il y a tu vas... plus de risques, mais tu fais plus de cash. Tu Hmm. sais, il y a du monde qui prend des 15 personnes à 20 personnes, ils vont faire 150, 170 000 par année. Fait que, ouais, Même ils achètent un chalet à 500 000, bord de l'eau, puis tout ça, ils piment, ils le mettent vraiment beau, puis ils génèrent 150 000. c'est fou. C'est possible parce que eux sont dans la niche des parties. Il Hmm. n'y a pas beaucoup de monde qui veut ça. C'est vrai. Mais ils s'arrangent pour Ils ont une structure en pour, place. pour tu sais, les parties, on parle pas de petits jeunes. On parle de parties de gens de 40, 50 Tout à ans, fait. Ben oui. 15, bachelor party, tu sais, du monde qui ont de l'allure quand même. Là. Tu sais, c'est pas des petits jeunes qui vont tous scraper la maison. Mhm. Il y a une niche pour ça. Puis il y en a qui font beaucoup d'argent. Puis ils achètent des chalets comme, même dans des secteurs comme plus éloignés, 1h45 de Montréal. Les chalets sont moins chers. Puis, tu es capable d'aller chercher une rentabilité parce que tu es dans la niche Mhm. des chalets qui sont plus payants. Tu comprends? Tout à fait. Oui, oui, c'est définitif. Tu peux faire bien du cash dans ça aussi. Une petite technicalité pour toi. Il y avait un client qui me posait la question. L'assurance, en parlant justement qu'il peut avoir du risque. L'assurance, j'ai entendu dire que Airbnb fournit une assurance. Est-ce que ça comprend l'assurance habitation ou c'est deux assurances séparées? Je te Mais si laisse. c'est à cause du guest qui a créé un problème, puis tout, puis que c'est à cause du guest, ben oui, il y a une assurance. Si je m'en souviens bien, jusqu'à 1 million. Je m'en souviens plus par cœur, là, mais Mhm. c'est quand même une valeur considérable. euh, d'environ 1 million. Là, Puis, tu tu n'es sais. pas obligé de prendre une assurance habitation avec Oui, Beneva. oui, Ou t'es tu- obligé ou quand tu- même. tu dois avoir les deux. Légalement, tu peux pas passer au notaire si t'as pas C'est ça que je disais à mon client, si t'as justement. pas une assurance de style Beneva. Nous, on travaille avec Invesa. Invesa, il y a tu sais, il y a un rabais avec les gens qui ont le CITQ. OK. Et il faut déclarer que c'est location court terme. C'est Et plus cher, évidemment. ouais, comme c'est à peu près 3 500 $ pour un 3 chambres. OK. C'est environ le double. Ouais, c'est plus D'habitude, c'est cher. environ 1000, 1005, admettons, pour une... Ouais, puis Mm. tu peux, quand le spa, il brise ou tu as un flood, tu as une infiltration d'eau ou quelque chose, tu sais, ça couvre. Tu peux Ah. mettre le montant que tu veux. Fait que l'assurance le sait. Fait que même s'il y aurait un problème ou quoi, tu seras jamais dans le trouble. Mhm. Puis quand il y a des problèmes sur Airbnb, comme par exemple, tu as un meuble qui est brisé, quelque chose qui brise ou quoi, tu peux demander. Là. Nice. C'est sûr que C'est smart. ne te donnent pas 100%. Fait que faut Mais quand même.
Mais quand même, t'es pas perdant. Non, non, c'est ça. Puis ça te donne, c'est comme une genre de porte-sortie aussi. Au lieu que tu absorbes le risque à 100%, au moins tes assurances que tu payes déjà, ben au moins ça te sert à quelque chose. Ouais, parce que si tu as trop de demandes dans ton assurance Faut pas abuser non plus. primaire, ben tu vas avoir... Ta prime va augmenter. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que la première assurance, c'est plus au cas où il y a des grosses affaires. Mm-hmm. Tu as celle-là. Mais celle de Airbnb, ça couvre déjà beaucoup les bris. Okay. Les dommages que les gars ils font. En plus que tu peux demander un dépôt avec une structure que si jamais il y a des bris, des whatever, un montant, un pourcentage va être gardé jusqu'à la totalité, tout dépendant de ce qui s'est passé. Exactement. C'est smart. C'est smart. Puis, la question qui tue avec le Airbnb, comment qu'on fait la vérification diligente? Parce que j'avais le client qui me posait la question, mais puis je savais pas trop quoi lui répondre comme par rapport à la rentabilité. Où aller voir? Comment aller voir? À qui demander pour savoir? Bon, dans le meilleur scénario, je vais pouvoir générer tant. Mm-hmm. Dans le pire scénario, dans les saisons basses, ça va me générer tant. Selon mon achat, mes mensualités, comment qu'on fait? Oui. Donc, comment tu regardes, c'est les comparables comme en immobilier. OK. Mais il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils vraiment comme que les gens connaissent en général, mais ceux qui sont dans la gestion connaissent ça. Ça s'appelle AirDNA puis PriceLab. C'est qui prend le data de Airbnb puis VRBO, puis il donne, selon le nombre de bookings qu'ils ont eu, un approximatif de combien que ce chalet fait. C'est pas 100% fiable, mais ça donne une idée de combien ça peut se booker. Et tu regardes les voisins alentours, combien que ça génère annuellement, puis ça te donne une idée. C'est sûr que tu peux te donner une marge d'erreur. Tout à fait. D'être le plus pessimiste possible, comme ça, ça t'évite les surprises. Oui, fait que AirDNA puis PriceLab, tu peux créer des rapports de revenus potentiels basés sur les bookings qu'ils ont eu sur VRBO et Airbnb. C'est sûr que tous les bookings directs ne sont pas calculés dans cette analyse-là. Fait que si tu es bon sur Facebook Ads, Instagram Ads, puis que tu as des bookings directs ou sur Marketplace, ça va optimiser aussi énormément ta rentabilité. Wow! Ouais. Il y a des groupes, de chalets à louer. Il y a Marketplace, puis tu as Facebook Ads, Instagram, que tu peux générer des carousels, des vidéos. Puis les gens, le AI d'Instagram, puis les Facebook, pixels aussi. Oui, les pixels aussi. Wow! Fait que il y a des spécialistes de marketing qui peuvent vous aider à générer plus de direct booking. Nice. Puis, tu as mentionné ça tantôt, puis je te pose la question, c'est vraiment aléatoire, mais tu as parlé de niche, parce que j'avais jamais vu ça comme ça, les niches d'un Airbnb. Tantôt, tu as mentionné la niche de party. C'est quoi les autres niches ou à quoi s'attendre? Oui, il y a différentes niches. Tu sais, il y a les niches des couples. Tu sais, des couples qui vont... Pour des chalets plus petits. Des mini-chalets glamping. OK? C'est comme des maisons en arbre, des dômes, des petits chalets qui a juste comme une chambre ou pas de chambre. C'est carrément un loft. Des fois, il y a juste 200 pieds carrés dans notre... J'en ai loué un, puis à ma grande surprise, c'était littéralement ça. Il n'y avait même pas d'escalier à l'intérieur. Il y avait une échelle. J'étais tellement déçu, mais je comprends. C'était un chalet pour... C'est-tu à Sainte-Béatrix? Non, c'était en allant vers Québec. Comment ça s'appelle? Rivière, Saint-François, Saint-Père-Boréal, Charlevoix. Non. C'était en allant, c'était pas... Okay. Mais en tout cas, mais ça pour dire que... Saint-Alexis-des-Monts, peut-être dans ce coin-là. Non. En plus, c'est un nom commun, je veux dire qu'on le connaît. Okay. C'est juste j'ai un blanc en ce moment. Mais puis ça avait l'air aussi dans des maisons de box, là, comment t'appelles ça, là, les containers, whatever. Ça avait l'air de ça. Le concept était nice, mais il n'y avait pas d'escalier pour monter au deuxième étage. Hey. Puis c'était une échelle. J'étais comme, oh my gosh. C'est une expérience. Exactement. Mais puis aussi, c'était vraiment petit. T'avais une belle vue. T'avais le spa, la terrasse. Combien t'as payé? Ah, c'était pas si cher. C'était un bon rapport qualité-prix. Je me rappelle pas. C'est sûr, c'était dans 150? C'était sûrement dans les 250, 300 la nuit. Mais tu sais que ça coûte combien faire ça? Combien? Non, mais une cabane, tu peux faire une cabane en 30 à 50 000 si tu veux. Puis si t'es booké à 200 nuits, 200 nuits fois 200 piastres, c'est 40 000 de revenus annuels que tu peux pour quelque chose qui a coûté genre 50 000 environ. C'est combien construire ces container house?
comme je te dis, ça dépend qui tu contactes, mais tu peux contacter des compagnies qui ont une compagnie de bois qui bâtit des cabanons, il faut juste les isoler. Puis il y en a qui chargent vraiment pas cher. Là. Tu peux voir des compagnies qui fabriquent des cabanons, puis toi, tu peux le faire finir après. Tu sais, tout en bois, là, tu as déjà vu, là. Tu vois sur Marketplace, ben ceux-là, tu peux les transformer en isolant, puis en achetant de l'électricité, plomberie. Ben, toi, avais-tu une toilette? Ben oui, il y avait une belle salle de bain, là. C'était brand new. OK. C'était petit. OK, fait que, ouais, c'est ça. Fait que oui, parce qu'il y en a qui ont des toilettes sèches OK. ou organiques ou quoi. Là, Oh, tu en vas voir. plus, Ouais. c'est vraiment une expérience, là. Ouais, Tant il y en mieux. a. Des fois, t'as des glampings avec des vraies toilettes, t'as des glampings avec des toilettes, c'est comme portables aussi. Là. Mhm. Fait que ça, la niche, c'est glamping seul. T'as les mini-chalets qui peuvent être comme une ou deux chambres. T'as les chalets en famille, deux couples ensemble. Puis après, t'as les plus gros chalets comme les gros, 4-5 familles. Mhm. Puis tu as aussi les luxury, tu as la niche des luxury chalets comme contemporains, haut de gamme. Tu as les niches de chalets boiron, qui est plus rustique. Fait que, tu sais, fait que c'est ça en général, là, tu sais, dans Mhm. Il y a même la niche corpo, parce que j'en avais vu un. corpo, hein. C'était fou, là, combien de personnes ça pouvait prendre. Il y avait tout à l'intérieur, puis c'était comme genre 10 000 $ la nuit, une affaire de même. Mhm. Mais c'était fou. Mais non, c'est bon, qu'est-ce que tu me dis là, parce que ça m'ouvre les yeux sur, OK, admettons quelqu'un qui veut se lancer dans du Airbnb. On Tu your parles- niche, ouais. Exactement. Tu peux te dire, OK, non, ben moi, je m'en vais dans cette niche-là. Ou je peux Ouais. commencer dans telle, puis après ça, mon but, c'est d'aller dans telle Si t'as pas niche. trop d'argent, va dans le glamping. Glamping, t'appelles ça? Ouais, C'est quoi glamping? Glamping, c'est du Airbnb avec les dômes, les mini-chalets. Tu sais, tu peux acheter un kit de dôme, puis après, contacter des terrains que tu peux louer pour avoir l'autorisation, puis après, tu fais louer. Wow. C'est de l'arbitrage de terrain. C'est l'arbitrage, ça t'appartient pas, right? Ah oui. Tu loues le terrain, Tu joues le terrain. puis après, tu fais louer. Puis tu peux même donner un pourcentage au propriétaire du terrain. Là, il va t'aimer encore plus. Il va te laisser louer plus de terre. Tu imagines que tu es au bord de la 117 qui est souvent récréo-touristique. Puis par la suite, tu dis, hey, j'aimerais ça de louer une partie pour mettre un dôme. Là, ça marche tellement bien. Là, tu vas en faire d'autres. Puis là, ça grossit. Fait que ça, c'est le moins cher possible. Ça coûte pas si cher que ça, les dômes. Tu peux acheter des kits. En plus. Il y en a de l'Asie. Tu peux en construire par toi-même aussi. Il y a du monde au Québec qui en construit maintenant aussi. Malade. Ah ouais, c'est ça. Fait que tu peux faire ça. Puis sinon, ben, il faut que tu achètes un chalet. Ou tu peux louer un chalet pour faire louer aussi. Aussi, c'est vrai. Comme beaucoup de monde faisait au centre-ville, là, ils sous-louaient des appartements pour mettre ça sur Airbnb. Ouais, c'est l'arbitrage. Exactement. Ouais, tu peux regarder dans les zonages qui sont permis ou les villes qui sont permis. Puis de regarder. C'est de plus en plus rare, là. Ou sinon, tu cognes aux portes puis dire est-ce que toi, tu veux faire louer? On fait un partage de revenus. Fait que ça, c'est faire de l'argent sans sortir de ton cash. Mais c'est sûr que tu vas devoir investir pour les meubles. Fait que moi, je vois qu'il y a beaucoup de possibilités dans ça. Puis dès que tu apprends ça, tu peux le faire mondialement. C'est fou. T'es pas limité à... Juste au Québec, imagine t'es au Mexique, imagine En plus. t'es en Asie. Ces knowledge-là vont te permettre de... Si t'aimes le tourisme, tu peux vivre de ça, là. Une dernière question pour la fin. Ce serait quoi, mettons, dans le Airbnb, 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans du Airbnb? C'est de connaître vers quelle niche que tu veux aller, comme on vient de dire. C'est d'apprendre au maximum des gens qui l'ont déjà fait, étudier le data, aller voir les listings, de louer aussi. De vivre l'expérience. De louer ta future compétition, d'aller voir qu'est-ce qu'eux ils font, puis d'en offrir peut-être plus ou similaire à eux. Fait que pour moi, c'est de connaître ta niche que tu vas aller. Connaître le financement, parce qu'avec le financement, que ce soit pour acheter, que ce soit pour financer tes équipements, pour les marges de crédit, pour cash flow, c'est important.
D'avoir des fonds de roulement, c'est important. Là, pas juste utiliser les marges, mais d'avoir un bon fonds de roulement, c'est important pour garder la pérennité de ta business. Et moi, je pense que le plus important, c'est d'innover dans tout ce qui est le style de la produit. Je vois tellement de gens qui ont du potentiel d'innover leur chalet par la décoration, rendre ça plus ludique, créer une meilleure expérience. C'est d'être ouvert à engager des experts. Souvent. Puis souvent, les gens ne veulent pas engager un expert en home staging ou design. Il faut engager des experts qui vont t'aider à accroître ton opération pour augmenter. Est-ce que c'est un expert en médias sociaux pour créer plus de contenu, pour avoir plus pour de gérer plus de leads directs? Est-ce que c'est le home stager, designer qui va créer une expérience un petit peu plus cosy? Donc, c'est de regarder, peut-être même engager un expert en Airbnb ou en gestion qui va te donner tes angles morts. Oui, il y en a, ça existe. Tu peux contacter même des compagnies de gestion puis demander des consultations. Ma femme a une compagnie de gestion, on en gère 25 environ, puis eux, ils font des consultations de temps en temps. Elle peut en prendre plus? Elle peut en prendre. Fait que tu me donneras ses coordonnées, comme ça je les mets en Yes. bas de la vidéo Elle si peut en jamais prendre les plus, gens... ouais. Elle fait-tu juste... Laurentide, Lanaudière, mais elle peut aider, tu sais, peut prendre des forfaits selon qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que le client a besoin? Oui, c'est ça. Ils ont déjà fait ça. Là. Cool. Exact. Puis où est-ce que tu vois l'immobilier, pour terminer, où est-ce que tu vois l'immobilier d'ici, admettons, 10 ans dans le marché locatif court terme? Selon moi, ça va augmenter de valeur. La raison pourquoi, c'est parce que le gouvernement a tellement restreint le gouvernement du Québec, puis même du Canada. Je pense qu'on voit de plus en plus de restrictions qui arrivent dans la location à court terme, que la rareté des permis, comme par exemple au Québec, les municipalités se sont tellement comme limitées dans les zonages qu'il y a de moins en moins. Okay? Si tu n'as pas ton permis CTQ, tu ne peux pas opérer puis ils donnent des grosses amendes. Tu vois? Puis même Airbnb peut comme bloquer ton compte. Fait que les permis sont de plus en plus rares. Fait que les propriétés Airbnb vont augmenter de valeur. L'immigration augmente aussi avec tout ce que Trudeau prévoit de faire d'ici 2025, d'amener 500 000 personnes au Canada et au Québec, peut-être 50 000. Mais quand il y a une forte croissance d'immigration, c'est sûr qu'il y a plus de monde qui veut se ressourcer, il y a plus de monde qui veut acheter des chalets, il y a plus de monde qui ont de l'argent, il y a plus de capital. Tout à fait. Fait que je me dis, ça devrait augmenter aussi. 100%. Fait que moi, je pense que ça s'enligne vers quelque chose de bien parce qu'on n'est pas dans un mode d'expansion de permis, mais c'est plus en train de limiter les permis. Fait que c'est l'offre et la demande dans tout. Fait que s'il y a plus d'offres, je veux dire, s'il y a plus de demandes, mais moins d'offres, ben, les prix des chalets vont augmenter. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu penses que ça peut délousser le côté de restriction? S'il y a une très forte demande, il y a plein de terrains qui sont vacants en crime, ça fait quand même rouler l'économie dans ces régions-là, là, que il n'y a pas trop de roulement. Ça crée je regarde, juste avec l'Internet haute vitesse, Starlink, ça fait augmenter beaucoup les valeurs. Puis il y a beaucoup de chalets qui étaient villégiatures qui sont devenus résidences principales. Fait il y a de moins en moins de supply parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ça il y a 5-10 ans. Ils disent à la retraite, me retourner là. Je veux faire louer en attendant. Puis il y en a beaucoup de gens qui le gardent comme résidence principale par la suite. Sûrement, parce que c'est ça le pattern des gens. Ils sont en ville, ils s'en vont dans Rive-Nord, après ils s'en vont plus loin encore. Puis après, ils ont acheté une autre propriété dans le sud ou au Mexique. C'est ça le pattern. Ou en Italie, en Europe. Tout à fait. Fait que c'est ça le cycle que je remarque. Fait que moi, je pense que les gens veulent avoir de l'investissement, que c'est fun, puis que ça s'autogère, puis que quand ils reviennent au Québec, ils ont une place. Moi, je pense que c'est l'avenir de la location à court terme. Puis au Québec, c'est un petit peu plus lent. Il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître ça, mais c'est plus développé aux États-Unis, en Ontario, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore ça, Airbnb, puis la location à court terme. Tout à fait. Fait que je pense plus qu'on en parle, plus les gens vont voir, wow, on peut se mettre
deux familles ensemble, puis acheter un chalet, puis quand on veut y aller, on y va, puis sinon on fait louer. Je veux dire, on partage le risque. Puis, tu sais, il y a deux familles assez aisées. Même si, par exemple, ça se loue pas, mais ils sont capables de vivre avec aussi. Tout là. à fait, Tu tout vois. à fait, tout à fait. Puis la dernière question de la fin, la question Mhm. qui tue, selon toi, avec tout ce que tu viens de dire, avec les Mhm. prédictions de tout ce qui s'en vient au Canada, Mhm. l'immobilier, les taux d'intérêt, est-ce que tu penses, pour les pessimistes, là, ceux qui se disent Mhm. non, achète pas, c'est pas le bon temps d'acheter, c'est pas le bon temps d'investir, est-ce que tu penses qu'avec tout ce qui s'en vient, c'est mieux d'attendre ou de rentrer dans la game de l'immobilier maintenant? Moi, je pense que l'immobilier, c'est cyclique. Si on remarque le data, moi, ça fait depuis 2007 que je suis courtier, puis dans les marchés ralentissants, c'est sûr que ceux qui ont acheté dans les marchés qui sont ralentis, après 3 ans, ça a toujours, tu sais, 2-3 ans, ça a toujours augmenté, là. Tu sais, il y a toujours un petit gap de 2-3 ans qui calme. Puis après ça, on voit qu'après 5 à 7 ans, les propriétés augmentent des fois de 50, 100% de valeur. Ça dépend des régions, là. Mhm. Mais moi, je pense que c'est cyclique l'immobilier. En ce moment, on est dans un marché que, à cause des taux d'intérêt, ça fait peut-être dans certains secteurs diminuer la valeur ou stagner ou une petite plus-value de 2%. Mais je pense qu'avec l'augmentation d'immigration, euh, la baisse des intérêts avec l'inflation qui est contrôlée, avec l'augmentation de investisseurs étrangers, que la clause d'investissement en 2025 va être enlevée, là, Mhm. d'investisseurs étrangers va être enlevée, il va y avoir plus de capital qui va venir vers ici. Tu sais, il y a des guerres à l'extérieur, right? En plus. Puis quand il y a des guerres, les gens veulent sortir. Ils sortent avec quoi? Leur cash? En plus. L'amène où? L'amène là où c'est safe. Tout à fait. Canada, c'est la banque la plus safe depuis les 100 dernières années, disons. Là. Ça, C'est les plus safe. C'est rare que tu vas voir une banque canadienne faire faillite, right? 100%. Donc, les gens vont vouloir... Les gens de Dubaï veulent même... Tu sais, j'entends parler du monde de Dubaï veut acheter des immeubles à revenus ici parce que c'est safe. Mhm. Souvent. Fait que je pense que les valeurs vont toujours être en mode croissance au Canada. Est-ce que ça va prendre comme en fou comme pendant la pandémie? Peut-être pas, mais ça va prendre dans un rythme normal de 2 à 4-5% normalement. Tout à fait. Tu vois? Fait que moi, je suis confiant que les gens qui achètent en ce moment et quand les taux vont baisser, vont imprimer de la valeur. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Tu peux attendre, mais tu vas juste payer plus cher quand les taux vont baisser. That's it. Mhm. Et Yutana, je ne te retiens pas plus longtemps, j'aurais pu te garder ici toute la journée. Mais un gros merci pour ton temps, un gros merci pour ton beaucoup. expertise. C'était vraiment un privilège. Puis je te souhaite beaucoup de succès justement pour tes projets de développement de terrain et les autres choses qui s'en viennent pour toi. Yes, All merci right. beaucoup. Merci, man. Yes. Ciao. Boum, boum, boum. Avouez que Yutana a des pépites d'or. Avouez que les trucs et astuces, même moi, ils m'ont ouvert les yeux. Même moi, sincèrement, une des choses que j'ai vraiment appréciées, c'était la niche dans Airbnb, là, la niche de faire des parties, d'avoir des propriétés où est-ce qu'on accorde de faire des fêtes. Parce que vu qu'il y a une grosse demande et il n'y a pas beaucoup de propriétés qui l'offrent, mais si vous rentrez dans cette niche-là, vous allez faire encore plus d'argent. Donc, je vous invite à écrire dans les commentaires quelle est la partie, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez aimé de qu'est-ce qu'il a dit, juste pour que je puisse en savoir plus sur qu'est-ce que vous aimez de ces entrevues-là. Ou sinon, on peut faire plus simple, mettez 3 emojis d'éclair dans les commentaires. Ou encore mieux, vous pouvez tout simplement écrire « Better Call Chris ». Regardez, si vous aimez ce genre de contenu-là, il y a une faveur que je peux vous demander de faire. Abonnez-vous, inscrivez-vous à ma chaîne pour que justement l'algorithme puisse reconnaître cette chaîne-là pour notre communauté Immobilier 101 avec Christopher Salador pour qu'il puisse la proposer à d'autres personnes comme vous qui bénéficiez de ces pépites d'or-là. Et si vous désirez avoir plus de vidéos, plus d'entrevues, plus de trucs et d'astuces, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.